gonna do this. Q, you gotta go. Fuck out of here. Nah, nigga, both of y'all. You talking to me? Bye. Go, Q. And Yola, get the fuck out of here, man. Yeah, so we can get this shit Write done. the song, Q. Shut the fuck up, Q. He's with you, Q. Yola, yes. Bonjour, bienvenue dans l'émission Just for You, par les jeunes et pour les jeunes. Pour les informer des activités culturelles et sportives qui existent pour eux dans le Choletais. Bah Eva, aujourd'hui, le thème de l'émission c'est... Les coulisses du sport. Et Kaïssa, qui avons-nous rencontré? On a rencontré le directeur technique Pascal Citeau de la patinoire à Cholet. Aujourd'hui, nous avons M. Pascal, directeur technique. M. Pascal, nous avons quelques questions à vous poser concernant le patinoire et votre formation. Comment vous êtes en arrivé là? Alors j'en suis arrivé là par hasard déjà. J'ai fait un métier de frigoriste. J'ai appris le froid, comment on fait fonctionner un frigo. Et parallèlement à ça, je faisais du hockey sur glace quand j'ai... Voilà. Et donc on est venu me chercher pour faire fonctionner l'ancienne patinoire de Cholet, pour qu'on puisse conserver cette ancienne patinoire. Et voilà, j'en suis arrivé que je suis tombé amoureux de la patinoire quand j'étais petit déjà. Je me suis retrouvé à continuer. Ça fait 33 ans que je travaille dans la patinoire. Ah, ok. Ce métier a une formation spéciale? Alors non, il n'y a pas de formation hélas qui existe aujourd'hui. Pour mon métier, oui, il y a une formation de frigoriste, mais il y a très peu de frigoristes qui travaillent en patinoire. Il y en a quelques-uns, surtout sur les gros sites comme on a aujourd'hui. Voilà, après tout ce qui est formation pour apprendre à faire la glace, eh bien pour l'instant c'est encore pas officiel. Mais voilà, on voudrait que ça soit un métier qui soit reconnu, de technicien surfaceur par exemple. Ouais. Donc on travaille là-dessus avec certains organismes pour pouvoir un jour faire reconnaître ce métier. Comment on fait pour fabriquer de la glace? Comment fabriquer? Parce qu'une vidéo qu'on a regardée hier, on met, je ne sais pas si on met l'eau bleue dedans et ça coule et c'est pas... De l'eau bleue? Alors le fréon, c'est un gaz qui permet de transporter de la chaleur d'un endroit vers un autre. Donc c'est utilisé uniquement dans les machines que vous avez vues en bas. Il y en avait 3 grises là. Le fréon, il est à l'intérieur de ces machines-là. Il ne va nulle part ailleurs. Ce fréon, il va servir non pas à refroidir de l'air. Nous, on va faire circuler de l'eau à l'intérieur entre le fréon et l'eau. C'est 2 circuits séparés. Ils ne se mélangent surtout pas. Jamais avoir d'eau dans le fréon, sinon c'est une catastrophe. Eh bien, on va refroidir cette eau qu'on va faire circuler avec des pompes. Et cette eau va circuler dans la piste, sous la piste, dans des petits tuyaux. Ces petits tuyaux, ils sont gros comme mon pouce, ils ne sont pas très gros. Ils sont très proches l'un de l'autre. Ce qui fait qu'on a un réseau d'eau glycolée qu'on fait circuler. Ce réseau, il fait 56 km de long. On peut relier Cholet à Nantes, par exemple. Hein, si on tire dessus le bout du tuyau, on va jusqu'à Nantes avant qu'il soit complètement déroulé ici. 56 km. Cette eau, elle est refroidie à moins 11, moins 13 degrés. Donc, ce qui fait qu'on a un plancher qui est froid, très froid. Donc, on va prendre un tuyau d'arrosage, comme on utilise pour arroser son jardin. Et bien, on va arroser doucement la piste pour monter l'épaisseur tout doucement, tout doucement, tout doucement. On met à peu près 1 semaine pour faire une piste. Et on va arriver à juste l'épaisseur de 3 cm. Et après, on pourra l'utiliser. Voilà comment on fabrique la glace. En été, vous en faites quoi de la glace? On conserve la glace pendant 3 semaines, parce qu'on est fermé très peu de temps. On n'aurait pas le temps de l'enlever et de la refaire. On est fermé les 15 derniers jours de juillet, la dernière semaine de juillet, les 15 premiers jours d'août. Donc on n'aurait pas le temps d'enlever la glace et de la refaire. Et ça nous coûterait très 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 cher, puisque, je vous rappelle, ce qui coûte cher, c'est de passer de l'état liquide à l'état solide. Par exemple, la glace, là, si on n'entretient pas, ça prend combien de temps pour se fondre? Nous, on n'a pas le droit de faire fondre la glace. Ça, c'est interdit. C'est l'objectif des techniciens. C'est ça, c'est de
maîtriser tout le temps la température de glace. La glace, on ne peut pas l'enlever parce qu'on n'a pas d'évacuation pour enlever l'eau. Et on ne doit pas avoir d'eau sur la piste, parce que s'il y a des micro-fissures, l'eau va rentrer dedans, et quand on va remettre en glace, en température, la glace, ça prend du volume plus que l'eau. Donc ça va éclater. On risque d'éclater la piste. Donc on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc on est obligé de casser la glace à la main pour l'évacuer dans la fosse à neige. Et on fait ça tous les 6 ans. Donc ils sont à peu près 7-8 personnes, et ils font ça sur 4 jours. En 4 jours, on a enlevé toute la glace. Au niveau que tu patines, pourquoi il y a lame là-bas, il n'y a pas place de sauge? Il n'y a pas des roulettes par exemple? Oui. C'est que des lames. Alors parce que les lames sont faites pour aller sur la glace, pour glisser, on est bien d'accord. Ce ne sont pas des couteaux. C'est pas affûté comme des couteaux. Ça s'affûte, mais en fin de compte, on va faire un U. Donc c'est pas coupant. Ce qui peut couper les mains, ce qui peut faire mal si on a une paire de patins qui passe, enfin, une lame de patin qui passe sur un doigt, c'est les dents devant sur les patins d'artistique. Vous voyez, ça freine, hein, ça résiste. C'est pas, en patin, ça va très très vite, mais en chaussures, les chaussures qui sont un peu tendres au niveau du caoutchouc, ça va bien. Quoi. J'avoue, on dirait du verglas. Bah oui, c'est comme du verglas, hein. C'est exactement la même chose. Alors vous avez une idée de la température de l'eau qu'on met à l'intérieur de ces machines-là? Moins 3 degrés. Alors moins 3, c'est plus de l'eau. C'est de la glace. Donc on ne peut pas l'étaler. 0 degré. Encore pire. C'est à la limite 0 degré. On est entre glace et... 2 degrés. Non. Alors vous n'allez pas trouver. C'est 60 degrés. Ouais. On met de l'eau. Oui, c'est chaud, 60 degrés, oui. Bien parce qu'on est obligé de parfaitement avoir une fusion entre la glace existante et l'eau qu'on va apporter. Donc on va faire fondre avec 60 degrés, on fait légèrement fondre la surface de la piste existante et ça va bien se marier avec la glace. Ok? Si on ne fait pas ça, eh bien on va mettre de l'eau qui va geler aussi vite que de l'eau chaude, hein. Elle sera de l'eau froide, mais il ne va pas y avoir une bonne fusion et on va se retrouver avec de la glace en surépaisseur et à force de surfacer, on va faire un millefeuille qu'on appelle ça. Et en faisant un millefeuille, on a une glace qui est tendre en surface, qui est aussi cassante. Et on va après avoir, quand les patineurs vont beaucoup plus vite l'user, et on va consommer beaucoup plus d'eau. D'accord. Mais avec ces machines, vous n'utilisez pas de gaz pour les mettre dedans? Non, il n'y a pas de gaz à l'intérieur. Ouais. Ce sont des machines électriques qu'on remplit avec de l'eau chaude et qui récupèrent de la glace coupée qu'on va stocker dans la benne. Mais on ne fabrique pas la glace avec ces machines-là, on fait que transporter de l'eau et de la neige. Est-ce que vous avez un club de patinage artistique? On peut aller de 7 à 77 ans en fin de compte. Il y a des enfants, mais il y a aussi des adultes qui aussi apprennent encore à patiner aujourd'hui. Il y en a qui ont fait de la compétition et qui par plaisir, parce qu'ils aiment ça, ils continuent très tard. Et c'est valable aussi pour tous les autres activités comme le hockey, la danse sur glace, le short track. Il y a des personnes qui, par amour du sport, continuent très tard. Êtes-vous fier de faire ce métier? Ah oui, je suis fier de faire de ce métier, ouais. Je suis très 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 fier. Ouais. Ouais, c'est pas un métier courant, dans un milieu courant, dans un établissement courant. Ouais, je suis fier de faire ce job, ouais. Ouais. À la patinoire, il y a des soirées mousse. Et le directeur technique, Pascal Citeaux, m'a expliqué que la mousse, elle n'est pas comestible, mais elle n'est pas toxique. Parce que quand les petits tombent ou... Et après, nous sommes allés rencontrer le club de badminton. Reviens là. D'accord, je frappe, boum. Si tu fais pas ça, c'est mort. Ça fait combien de temps vous recevez les personnes en situation de handicap? On a fait 5 ou 6 ans. Mais là, c'est presque des anciens pour nous, hein, parce que ça fait longtemps, c'est des réguliers. Vous avez des règles adaptées? Non, comme des règles comme les autres. Comme les autres, exactement. Voilà. Pas de raison. Hein. Ils galopent pareil que les autres, ils courent pareil que les autres, ils vont chercher les volants pareil que les autres. Donc non, il n'y a pas de raison. Moi, vous est venue l'idée d'entraîner les personnes sous handicap? Bah, naturellement, on va dire naturellement, puisque nous au club,
on aime bien tout le monde et on veut que tout le monde fasse du bal. Donc forcément, tout le monde c'est tout le monde. Et personne n'est à l'écart. Donc voilà, ça fait partie des choses importantes aujourd'hui. Ça porte un mot, ça. Est-ce que vous connaissez ce mot-là? Le fait que tout le monde puisse faire. Non. Non, c'est l'inclusion. L'inclusion, faire que les gens ils soient avec tout le monde. Là, par exemple, sur le créneau, là, vous avez le créneau sport adapté et le créneau valide. Et ça arrive qu'ils fassent du badminton avec eux. Pourquoi vous faites du badminton? Badminton parce qu'on a envie, on veut ouvrir autre chose que les autres sports. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai découvert le badminton avec le top 12, en voyant le top 12 jouer, et ça m'a donné envie d'essayer et puis de pratiquer. Par exemple, dans le groupe, tout le monde ne sait pas forcément bien lire, compter, repérer, se rappeler les points. Donc on a des petits codes, on a mis des petites astuces, des couleurs. Avec les différentes couleurs. Il y a le blanc et il y a le bleu. Exactement. Donc en fait, je fais un petit point bleu dans ta main, sur la main droite. Et un point rouge sur la main droite. C'est ça. Et un point rouge sur la main gauche. Et donc sur le scoreur, il y a bleu. Bleu, c'est ça. Sur le terrain, quand on a un score pair, en fait, on sert à droite. Donc tous les scores pairs sont en bleu. Et tous les scores rouges, regarde, si je mets un, hop, les scores rouges, ils sont à gauche. Donc là, quand ils ne savent pas, ils regardent leur score, la couleur, ils regardent bleu, c'est à droite, ils servent à droite. Et rouge, hop, ils servent à gauche. Donc ça, c'est un petit J'ai 32 ans, pardon. Et ici, je fais l'entraînement de par semaine. Je fais le mardi et le vendredi. C'est de badminton, c'est un projet de sport de complet parce qu'il y a chercher tactique, physique. Aussi, il y a aller chercher des règlements, qu'il faut même quartier de ME. Et il y a tout. Il y a tout. Moi, j'aime bien celui-ci. On a un champion qui est il est 13e mondial. Dans le monde, il n'y en a que 12 qui sont plus forts que lui. Et il est en situation de handicap. Il a tout un bras qui est paralysé. Il s'appelle Abdullah Ibella. Donc lui, il s'entraîne dans un centre spécialisé avec l'équipe de France, parce qu'il est très fort. Et puis après, on a une équipe de champions, des gens qui jouent à un niveau mondial aussi, parce qu'on a une équipe en ce qu'on appelle en top 12. Donc c'est une équipe élite professionnelle. Pourquoi vous êtes dans le fauteuil? Alors pourquoi je suis en fauteuil? Alors moi je ne suis pas en situation de handicap, mais c'est simplement pour montrer qu'au club, on a 2 fauteuils qu'on a achetés et qu'on prête gratuitement à toute personne qui est en fauteuil, qui a un handicap moteur et qui voudrait découvrir le badminton et faire une activité toutes les semaines, venir régulièrement. Il aura un fauteuil, il n'aura pas besoin d'acheter le fauteuil. Est-ce que du coup vous adapteriez les règles pour eux? Oui, alors oui, parce que le terrain il serait plus court, on les ferait jouer que sur la moitié du terrain. Quelqu'un qui est en fauteuil, il peut jouer contre quelqu'un qui n'a pas de handicap. Moi je suis là, je peux très bien renvoyer le volant et jouer contre quelqu'un qui est debout. C'est pas gênant. Non, c'est pas plus compliqué. C'est simplement, voilà, c'est accepter que l'autre ait un fauteuil, que l'autre soit en situation de handicap contre toi, mais il n'y a aucune difficulté. On peut jouer fauteuil contre fauteuil, une personne valide contre un fauteuil. On peut même mettre une personne valide, comme moi, par exemple, dans un fauteuil, et puis faire un match. On peut. Est-ce que vous changeriez le tarif ou pas? Et puis il faut qu'on lui prête le fauteuil, c'est le même prix. On ne va pas lui faire payer un prix supplémentaire. On lui prêtera la raquette, on lui prête le volant, on lui prête le fauteuil. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et il aura une personne qui sera là pour l'entraîner aussi. Aujourd'hui, on n'a personne en fauteuil au club. On attend, s'il y a une personne en fauteuil qui regarde l'émission et puis qui se dit tiens, moi j'ai envie de faire du badminton, eh bien qu'ils viennent, on va l'accueillir avec beaucoup de plaisir. Si je suis en situation de handicap, comment je fais pour faire du badminton? Il faut venir au gymnase, n'importe quel soir. Après, il y a des responsables qui sont là tous les soirs à partir de 16h30. Donc comme il y a des responsables à partir de 16h30, ils vont vous aiguiller, ils vont donner les renseignements, ils vont vous dire comment on fait pour se licencier. Aujourd'hui, principalement pour les personnes qui jouent sur des créneaux adaptés ou avec handicap, c'est le lundi. On a le lundi, le mardi et le vendredi. Donc il y a 3 soirs où des personnes en situation de handicap peuvent jouer.
Donc il suffit de venir sur un créneau. Autre solution, c'est d'aller voir sur notre site internet. Donc le BASH, vous faites BASH, Badminton Associative Choletais. Vous allez sur notre site internet et là il y a toutes les informations, les créneaux, les jours, les tarifs. Et ce qui est très important, c'est que quand je dis qu'on peut accueillir des personnes en situation de handicap, ça veut dire aussi qu'on a le label. On fait partie, ça s'appelle le Handi Guide. Donc c'est un guide qui recense toutes les associations capables d'accueillir des personnes avec handicap. Et enfin, nous avons rencontré un sacré personnage, c'est le cas de le dire. Michel Léger, le fondateur de Cholet Basket. Aujourd'hui, nous avons Monsieur Michel Léger, le fondateur de Cholet Basket. Nous avons quelques questions à vous poser. Pas de problème. À votre disposition. Merci, monsieur. La première question est en quelle année vous avez eu l'idée de créer Cholet Basket? L'année où je l'ai créé, en 1975. Est-ce que c'était un rêve pour vous de faire une équipe de Cholet Basket? C'était pas prévu, c'était sur un coup de tête. Le club où j'étais avant, s'appelait la Jeune France de Cholet, qui jouait à un bon niveau. Parce que j'étais président de la section de basket de ce club, qui a un patronage tout à fait remarquable à Cholet, et d'une grande importance. Il y a 3500 licenciés parce qu'il y a toutes les activités, il y a tous les sports. Qui jouait à un bon niveau, mais moi je voulais jouer le niveau supérieur, première division, et ça supposait de donner dans le professionnalisme. Et le club Omnisport de la Jeune France était contre le professionnalisme, c'était une association, loi 1901, qui ne permettait pas ce genre d'activité. Okay. Donc avant, j'en avais pas rêvé, j'avais jamais imaginé que je monterais un club. Et quand je suis rentré chez moi, que j'ai dit ça à ma femme, elle m'a dit mais c'est comme pas vrai, t'es cinglé de monter un truc comme ça. Surtout que moi, c'était pas mon métier, moi j'étais pas un professionnel du basket. Mais étant président du Cholet Basket, vous avez pu gagner des trophées. Oui, on voit sur toutes les pancartes qu'il y a au-dessus, là, derrière vous notamment, toutes les pancartes là-haut qui rappellent les titres qu'on a ramassés. Là, derrière, ouais. Toutes les pancartes là-haut. Ah, ok. Mais quelle était votre plus grande victoire? Le club était champion de France, mais je n'étais plus président à ce moment-là. Mais la plus grande victoire de tous les Choletais, quand ils en parlent, c'est d'avoir battu ici, dans cette salle, le Real Madrid. Et une salle qui contient 5000 personnes, j'en ai mis 8000 ce jour-là. Puis il y avait 2000 dans une salle à côté qui regardaient sur les écrans de télévision. Ça vous a fait quoi d'écouter un match à la radio? Je vois ça loin, je ne sais pas où vous avez trouvé ça, mais enfin, ce jour-là, les arbitres ils ont vu que j'en faisais trop, moi j'étais en bras de chemise, je relevais, je quittais la veste et puis je faisais le tour de la salle et les arbitres ils ont pris ça un peu contre eux et il faut reconnaître que je leur faisais pas de cadeaux. Mais ça fait drôle, parce que je suis pas habitué et comme j'ai dit tout à l'heure, j'écoute même jamais un match aujourd'hui à la radio. Parce que le match, moi, je le vis. Et quand il y a la radio, je ne peux pas le vivre. Quand je suis dans la salle, j'ai l'impression que je peux faire quelque chose, que je participe. Ce n'est pas le cas quand c'est la radio. J'ai été viré de la salle une fois, puis pendant un quart d'heure, et je viens au match. Même si aujourd'hui, je ne me fais plus l'obligation de venir absolument à tous les matchs, parce que j'avais calculé un jour que j'avais dû faire entre 3300 et 3500 matchs que j'ai vu de basket. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a commencé, je m'occupais autant des équipes poussins que des équipes... il n'y avait pas d'équipe professionnelle d'abord au départ. Et moi, j'arrivais ici, j'ouvrais la salle le samedi midi et je repartais le dimanche soir, je voyais 10 matchs dans mon week-end. Alors, ça représentait quelque chose. C'était toute ma vie. Et ma vie familiale, je ne dois pas dire qu'on a souffert parce que mes enfants jouaient au basket, ma femme adorait ça, elle venait avec moi tout le temps, donc c'était pas un problème. Êtes-vous fier de l'équipe Cholet Basket à l'heure actuelle? Oui, même si on a des équipes plus flamboyantes que celle-là, celle-ci elle est bonne. On a un excellent entraîneur qui est Laurent Villa. Et oui, je trouve que l'équipe se porte bien. C'est une équipe qui est en milieu de tableau, mais plutôt elle se rapprocherait plutôt de la première partie que de la seconde. Que pensez-vous de la nouvelle recrue Eric Stevenson? C'est ça? Oui.
Ben, j'en pense rien parce que je ne l'ai pas vu. Mais bon, il a des bonnes références. Mais j'ai tellement vu de joueurs avec des références puis qui étaient nuls, d'autres qui ont moins de références puis qui étaient bons, que non, il faut attendre un petit peu pour savoir si c'est l'apportera. Mais je pense qu'il a quand même des références sérieuses et qu'il devra apporter un plus à l'équipe de Cholet Basket. Et comment faire pour devenir basketteur professionnel? Ben, faut s'entraîner beaucoup, faut être des dispositions, faut être très doué et beaucoup travailler. Hein, c'est du travail, ça. Quand on dit professionnel, c'est en faire une activité totale. Et donc, oui, il faut beaucoup de travail, même si on est très doué. Mais il faut les deux. Hein, il faut le talent et le travail. Mais il n'y a pas l'âge qui compte pour devenir... Non, j'ai vu des joueurs professionnels qui avaient les qualités pour jouer dans un club professionnel à 16-17 ans. Mais ça, c'est les précoces quand même. Il y en a plus au-delà. Je suis content d'avoir créé ça. Là, vous allez me dire que je me gonfle les chevilles en disant ça, mais je pense que il y a maintenant 49 ans que le club a été créé, et je crois que c'est en 50 ans l'événement le plus important qu'il y a eu à Cholet. J'en suis persuadé, et la plupart des gens le sont. Parce qu'on a été connus comme à travers toute l'Europe avec ça. Aujourd'hui, on fait des petites coupes d'Europe, c'est un peu des coupettes aujourd'hui ce qu'on fait, mais moi j'ai joué les grandes coupes d'Europe au Real Madrid, à Moscou, à Kiev, dans toute l'Europe, à Madrid. C'est fabuleux quoi, ce qui a été fait. C'est ça les plus grands souvenirs que je puis avoir. Avec tout ce que ça comporte, parce que bon, il y a eu plein d'aventures, mais il faudrait des heures pour en parler. Aujourd'hui, Cholet n'est pas connu par le mouchoir, il est connu par son équipe de basket, ça c'est sûr. Le mouchoir, c'est un peu le folklore, le basket, c'est la réalité. C'est la fin de Just for You. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de l'association Un Point Commun. Sur le sonunique.com et bien évidemment sur la bande FM 87.7. Au revoir et à bientôt.